Nous vous invitons à entrer dans l'IRCAD par la présentation du clip vidéo qui va suivre. C'est une séance formidable d'aujourd'hui. Nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir l'IRCAD, son équipe en particulier, Jacques Marescot, son patron. Merci. En 1994, un institut de recherche et de formation unique en son genre sort de terre au cœur des hôpitaux universitaires de Strasbourg. L'IRCAD forme des chirurgiens du monde entier aux techniques mini-invasives, s'adaptant aux changements constants d'une nouvelle ère informatisée. WebSurge, première université virtuelle, devint alors la référence en matière d'enseignement à destination de la communauté chirurgicale. La révolution se mène également hors du bloc opératoire. La construction du bâtiment IRCAD 10 permet le recrutement d'une solide équipe d'ingénieurs, développeurs et chercheurs spécialisés en informatique et œuvrant pour l'émergence de techniques innovantes. C'est ainsi que les premières mondiales voient le jour à l'IRCAD, qu'il s'agisse de l'opération Nürnberg, véritable prouesse technologique permettant la première intervention à distance depuis une console robotisée à New York sur une patient à Strasbourg, ou de la première intervention assistée par réalité augmentée. Quelques années plus tard, grâce au travail conjoint de chirurgiens et d'ingénieurs de l'Université de Strasbourg et de la compagnie Karl Storz, la première intervention chirurgicale sans cicatrice est réalisée, une avancée considérable dans le développement de nouveaux concepts et instruments. À la conquête du monde, l'IRCAD s'implante à Taïwan avec son premier institut miroir, étendant son réseau sur le continent asiatique. Puis, c'est dans l'État de Sao Paulo qu'ouvre le troisième institut, première étape d'une implantation pérenne en Amérique latine. Afin d'accueillir au mieux ces quelques 6 chirurgiens et 800 experts qui s'y rendent chaque année, l'IRCAD entreprend la réhabilitation des haras royaux, créant ainsi une brasserie haut de gamme, un hôtel 4 étoiles et un biocluster hébergeant des startups dédiées à l'innovation chirurgicale. C'est en son sein que se développe la spin-off de l'IRCAD Visible Patients, actuellement sous contrat exclusif avec Johnson & Johnson et dont l'apport de reconstruction 3D dans la préparation opératoire n'est plus à démontrer. Face à une activité croissante, l'Institut rachète et rénove un bâtiment adjacent pour attirer les équipes de Medtronic, quittant la région parisienne pour s'implanter en Alsace. Cette extension permet la création de la première plateforme robotique en partenariat avec Intuitive Surgical et accueillant 13 robots chirurgicaux. Fondateur et initiateur du projet IHU, l'IRCAD accompagne avec l'Université de Strasbourg et les hôpitaux la création de l'Institut de chirurgie guidée par l'image. Fort du succès du premier IRCAD implanté au Brésil, un nouvel institut voit le jour à Rio de Janeiro. Puis c'est au Liban que l'IRCAD déploie sa 4e branche internationale pour former les chirurgiens du Moyen-Orient. Malgré le contexte sanitaire compliqué, la création d'un studio télévisé permet de diversifier l'offre de formation avec l'organisation de cours en ligne. Que serait un hôtel sans son spa? Désormais, les invités de l'Institut peuvent profiter de tous les aménagements proposés par la rénovation de l'ancien diaconat rattaché à l'hôtel des Haras. Nouveau bâtiment sur le campus, la dernière extension de l'IRCAD sera totalement dédiée à la robotique. En parallèle, les équipes de recherche et développement basées à Strasbourg travaillent en étroite collaboration avec les ingénieurs et chercheurs de l'IRCAD en Rwanda ou un nouvel institut vers le jeu en cœur de Kigali. Enfin, avec la création d'un centre de formation à Wuxi, en Chine, l'IRCAD prouve encore une fois que l'aventure ne fait que commencer. Charge aux générations futures de la faire perdurer. De remettre la médaille de l'Académie nationale de chirurgie à Jacques Marescot. C'est un grand honneur de recevoir. Et nous pouvons annoncer, comme nous l'avons décidé lors de la conseil d'administration, que l'IRCAD serait reconnu d'utilité et aurait le parrainage de l'Académie nationale de chirurgie. Merci les gens. Et bravo de prendre la parole et de faire cette première présentation. Merci. Parfait. Donc, merci à l'ancien président Philippe Marre et à l'actuel président Ben Hamoud de nous avoir invités à présenter en fait les travaux de l'IRCAD. Et merci, on n'a pas pu faire venir tous les directeurs des différentes spécialités, mais il y a bien sûr François Beckmer pour la pédiatrie, Sébastien Frelich pour la neurochirurgie,
Christophe Matoulin pour la chirurgie du poignet, on verra tout à l'heure cette toute petite anatomie là, avec des cours que tu fais dans le monde entier qui sont toujours pleins, et bien sûr Didier Mutter. À chaque fois que je fais une explication de ce qu'est l'IRCAD au point de vue recherche et développement et éducation, je dis que je n'ai jamais eu l'idée de créer l'IRCAD. Jamais eu l'idée, un chirurgien tout à fait normal. Et j'ai eu un choc en 1991 en assistant à Cologne à une conférence exceptionnelle de Rick Satava, qui est pour moi le visionnaire que j'ai connu, puisque Rick Satava, colonel de l'armée américaine, chirurgien, en 1991, expliquait les mutations de la chirurgie en disant il va y avoir l'essor d'Internet. N'oubliez pas qu'en 91, ça n'existait pas, c'était 92 en Europe. L'essor de la robotique, il n'y avait pas de robots. L'essor de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée. Rien de ça n'existait. Et enfin, l'essor de l'intelligence artificielle qui, elle, existait, puisque la première machine learning, elle date de 1957. Je pense, et je dis toujours, j'ai compris moins de 20% de cette conférence, tellement elle était différente de toutes les conférences chirurgicales auxquelles on peut assister. Tout ce qui était les images en 3D, de réalité augmentée, c'était quasiment incompréhensible. Et je suis retourné à Strasbourg et avec Didier Mutter, Michel Wix, donc les mêmes depuis, puisque ça date d'il y a 30 ans, on s'est dit ça c'est la vision de la chirurgie de demain. On a essayé d'avoir un laboratoire INSERM, mais à cette époque, que ce soit l'INSERM ou le CNRS, ce qu'on appelait la computer science n'était pas considéré comme une science. La science, c'est la biologie moléculaire. Et nous, on a tous dû faire des ATR avec de la biologie moléculaire de faible qualité, parce que c'était comme ça qu'on devait pour devenir professeur. Et puis, on a décidé de faire une fondation privée à but non lucratif. Et en fait, c'est ce qui explique vraiment le succès de l'Institut. Depuis le début, on a travaillé avec le même concept, ce qui étaient les concepts, les trois qu'avait expliqué Rick Satava, à savoir la chirurgie augmentée. Et la chirurgie augmentée, quand on discute avec un chirurgien, c'est quoi? C'est un, augmentation de la vision, et notamment la vision en transparence. Deux, augmentation de la capacité de la main, et ça c'est bien sûr la robotique, dont tout le monde a souri il y a 25 ans. Maintenant, il y a plus de 12 compagnies qui font des robots chirurgicaux. Et enfin, comment le chirurgien peut augmenter son intelligence, sa stratégie avant l'opération et pendant l'opération. Et ça, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle qui, en fait, est combinée au premier développement et au deuxième, puisque c'est combiné, bien sûr, à la vision en transparence et à la robotique. Alors, depuis le début, on a énormément travaillé sur l'image, en étant conscient, après cette conférence de Rick Satava, que c'était surtout le développement de l'image et de la compréhension de l'image qui allait faire une chirurgie beaucoup plus précise. Et on a travaillé sur ce qu'on appelle la réalité virtuelle. On avait un directeur scientifique qui est devenu maintenant le CIO de Visible Patient, un type extraordinaire. Et on a réussi progressivement à développer des logiciels qui permettaient les reconstructions en 3 dimensions des organes, que ce soit le foie, le poumon, le rein, etc. Cet exemple-là, je l'adore parce qu'à tous les cours avancés de chirurgie hépatobiliaire, on présente ce cas de cholangiocarcinome. Tous les experts disent qu'il est situé à droite, parce qu'il y a une anomalie avec l'absence de veine médiane. Il est en fait situé à gauche. En fait, on s'aperçoit qu'avec ces logiciels, on arrive aussi à savoir exactement le territoire de vascularisation, que ce soit pour le foie, que ce soit pour le poumon, où maintenant les chirurgiens ne peuvent plus s'en passer, ou que ce soit pour le rein, avec les néphrectomies partielles. Et vous voyez, on met un clip virtuel et immédiatement, on a le territoire de vascularisation. Et on est convaincu que ce type de logiciel, très prochainement, sera obligatoire. On ne pourra pas faire une opération complexe si on n'a pas prouvé qu'on a fait l'opération de façon virtuelle. Ça, c'est un cas que connaît très bien François Beckmer, puisqu'il l'a opéré. Juste pour vous montrer les applications dans toutes les spécialités, cet énorme amartome chez un bébé, je crois, de 2 mois ou 3 mois, où commencer l'intervention, navigation à l'intérieur par justement ces techniques de réalité virtuelle. Et on va voir très bien qu'en provenance de l'artère hépatique droite, on voit les 2 artères qui vont vasculariser cette tumeur. Et François Beckmer a opéré le jeune patient de façon extrêmement rapide, alors que bien sûr, sans cette compréhension préopératoire, ça aurait été beaucoup plus difficile. Alors ça, c'est la première étape. La deuxième étape sur laquelle on travaille de plus en plus, c'est comment on va pouvoir faire vraiment une simulation, c'est-à-dire comment ces algorithmes permettent une interactivité avec l'image. Là, par exemple, 3 ou 4 métastases au niveau du foie. On sait que pour celle de gauche, il faut proposer une trisegmentectomie. Pour l'autre, une destruction soit radiofréquence, soit cryoablation. Et vous voyez, c'est le fait de pouvoir prendre l'aiguille de façon virtuelle, de savoir quel est le meilleur passage pour que l'aiguille soit au centre de la tumeur. Donc tout ça, c'est une préparation. Et c'est évident que dans les 5 ans qui viennent, le pouvoir des ordinateurs sera tellement puissant que la simulation deviendra bien sûr de plus en plus réaliste. Vous voyez qu'on peut prendre
l'optique virtuelle, la caméra virtuelle, et à gauche, sur la petite fenêtre, on voit en transparence ce qu'on va voir le lendemain en opérant le patient. Et puis finalement, je sais qu'il y aura un prix tout à l'heure pour la réalité augmentée, finalement c'est la fusion de ces deux images qui est le rêve du chirurgien, comment on va arriver bien sûr à fusionner l'image virtuelle et l'image réelle, et ça c'est la réalité augmentée. On n'a pas le temps bien sûr de rentrer dans les détails, je pense qu'il y a encore des années de travail, parce qu'autant ça peut paraître simple dans ta spécialité, par exemple en neurochirurgie, parce que la première chose que fait le neurochirurgien, c'est qu'il fixe le crâne du patient, donc on peut très bien faire une fusion. Chez nous, c'est extrêmement difficile, puisque vous avez les mouvements respiratoires, vous avez le changement de position du malade, et puis vous avez bien sûr le fait que vous débutez l'opération par un rétracteur ou autre chose, et donc il y a une position immédiatement changée, et donc ça pose un problème pour que l'ordinateur le comprenne. Mais on peut, là c'est un exemple par exemple de réalité augmentée sur des tumeurs endocrines au niveau du pancréas. Donc voilà les possibilités qui sont actuellement faites. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est le poids phénoménal de l'intelligence artificielle dans ces logiciels est très rapide. Et vous voyez que là, maintenant, Visible Patient, qui est donc une spin-off de VIRCAD, parce qu'il fallait faire des certifications pour l'utiliser chez l'homme, on peut reconstruire tous les organes. Le problème, c'est que c'était à peu près 4 heures pour reconstruire un foie, 4 heures et demie pour reconstruire un poumon. Pourquoi? Parce que c'était semi-automatique d'abord, et ensuite il y avait un premier contrôle et un deuxième contrôle par un technicien de radiologie, et est arrivée la Covid, la période de Covid. Et en fait, Visible Patient, parce qu'ils ont pu analyser des milliers de poumons avec des lésions du poumon, ils ont permis à la machine de comprendre aussi de ses erreurs. Et quelque chose d'extraordinaire, vous voyez qu'en 2019, c'était 4 heures semi-automatiques pour reconstruire complètement le poumon, bronche, artère, veine, et qu'en un an, en 2020, c'était 9 minutes totalement automatiques. Et maintenant, ils sont à 6 minutes totalement automatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le robot de demain, c'est-à-dire dans les 5 ans qui viennent, s'il est connecté au PACS de l'hôpital, vous aurez l'image du scanner, vous appuyez sur le bouton et en temps réel, vous avez la réalité virtuelle. Donc, vous avez cette sorte de GPS 3D immédiatement. Mais ça, c'est l'aboutissement de plus de 20 ans de travail, puisqu'on a commencé dans les années 98 à peu près sur ce sujet. Un mot sur la main augmentée, très rapidement. La main augmentée, c'est d'abord ce que je vous disais, l'intégration de l'image dans la robotique chirurgicale. Et là, on voit parfaitement, comme un GPS, que vous avez l'image 3D, que le chirurgien n'a même pas besoin de regarder son iPad qui est à côté, puisque quand il est immergé dans la partie maître du robot, vous voyez qu'il va voir l'image normale en haut et puis il voit l'image du GPS. Ça n'est pas la réalité augmentée, ça c'est la prochaine étape et qui est, je vous ai dit, difficile parce qu'il y a plusieurs challenges, mais le fait d'avoir ce GPS est quelque chose d'important. Et juste, il va y avoir quelque chose de très important à la fin de ce petit film, dans quelques secondes, qui va vous montrer, voilà, c'est là, qui va vous montrer la difficulté quand tout le monde parle. On verra tout à l'heure des exemples, comment l'intelligence artificielle va pouvoir donner des alarmes, aider le chirurgien, etc. Dans l'immédiat, ce n'est pas vrai. C'est vrai pour la cholécystectomie parce que la caméra voit tout. Donc, il y a un très beau travail qui a été initié d'ailleurs par Didier Luther. Comment, on le verra tout à l'heure, si vous ne respectez pas les règles de dissection d'un triangle of safety, il y a une alarme où vous pouvez même arrêter le bras du robot. OK, ça c'est bien. Pour la chirurgie hernière, parfait, parce que vous voyez la caméra voit tout. Regardez cet exemple. Qu'est-ce que voit la caméra à droite, si vous voulez apprendre à la machine? Elle voit de la graisse et du sang. Donc, c'est impossible d'apprendre à la machine. Vous pouvez lui mettre 1000 cancers du rectum, elle verra toujours que ça. Alors que le jour où sera solutionnée la réalité augmentée, ce que vous voyez à gauche, où vous voyez le territoire du mésorectum, où vous voyez les artères, les urtères, les ganglions, le jour où vous avez une parfaite superposition, là, la machine va pouvoir comprendre. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas encore pour demain intelligence artificielle et alarme pour le chirurgien. Ça, c'est juste un petit clip parce qu'on adore les challenges et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, cette opération Lindbergh entre New York et Strasbourg. Pourquoi? D'abord parce qu'elle a été publiée en priorité dans Nature et surtout parce que depuis 2 ans maintenant, vous avez énormément de publications chinoises qui sont en train de découvrir ces opérations à distance en disant ça va être possible avec le 5G. Et en fait, on s'aperçoit que toutes les publications actuelles, c'est que des études précliniques, voire dissection de peau de banane, par exemple, ou sur un animal, que ça n'a jamais dépassé 3000 km et qu'il y a encore, et c'est ça l'énorme limite, un temps de latence de 264. Le temps de latence, c'est en fait le temps qui existe entre le geste que vous ordonnez
et le geste qui est effectué. Et on sait par les travaux de l'armée américaine que si ce temps de latence n'est pas inférieur à 200 millisecondes, on ne peut pas opérer à distance, puisque si vous pensez disséquer près d'une artère, au moment où vous coupez votre ciseau, vous pouvez être dans l'artère. Donc c'est impossible. Il faut en dessous de 200 millisecondes. Et ce qui est amusant, c'est qu'avec l'équipe à l'IRCAD, donc c'était il y a 20 ans, on a quand même fait une étude clinique sur un patient, 14 000 km, et puis surtout un temps de latence, grâce à 2 jeunes ingénieurs de France Télécom, de 155 millisecondes. Donc pour l'instant, personne n'a réussi à faire cette prouesse, qui est une prouesse pas du tout chirurgicale, qui est une prouesse des techniques de l'information, notamment par France Télécom. Je termine par le cerveau augmenté. Le cerveau augmenté, alors ce que je vous ai dit tout à l'heure, on entend par la presse, on a l'impression que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. En fait, la première machine learning, c'est 1957, c'est Frank Rosenblatt. Et à l'époque, le fait d'avoir des algorithmes qui miment la transmission entre 2 neurones était quelque chose qui a été considéré comme aucun intérêt. Donc, ça n'a pas été suivi, personne n'a financé. Et on l'a pris un peu pour un fou. Et puis, il a fallu attendre, vous le savez tous, 2014, le jeu de Go. Les Coréens avaient toujours dit que la machine pouvait gagner le jeu d'échecs. Jamais elle ne gagnerait le jeu de Go, tellement il fallait une intelligence prédictive. Et 2 fois de suite, la machine a gagné le champion du monde de jeu de Go. Et là, vous avez eu les centaines de millions de dollars, notamment dans le domaine de la santé. Alors, je vais vous donner juste 2 exemples de qu'est-ce qu'on a fait à l'IRCAD, d'ailleurs en collaboration avec l'IHU. Un projet vraiment que je trouve génial, qui est le projet Condor, qui était comment on peut imaginer une tour de contrôle dans le bloc opératoire, puisqu'actuellement, vous pouvez tout stocker de façon très facile et ça coûte quasiment rien. Vous stockez toutes les images pré-op, les images de caméra extérieure, les images de laparoscopie, les signaux physiologiques. Tout ça, vous pouvez voir quel est l'impact de votre chirurgie mini-invasive jusqu'au retour au travail du malade. Donc, c'est un intérêt majeur et ça, ce n'était pas possible avant. L'autre travail qui a été initié par Mutter et ensuite aussi par Bernard Dallemagne, c'était assez amusant aussi, c'est vous donnez à la machine des centaines de cholécystectomies. Je disais tout à l'heure, c'est un des exemples, malheureusement, il n'y en a pas tellement. Et la machine, elle va tout de suite comprendre que quel que soit le chirurgien, il y a 7 étapes. Et surtout, si vous dites à la machine qu'on ne peut pas avancer dans la procédure tant qu'on n'a pas fait une dissection parfaite du triangle de sécurité, la machine, elle va envoyer une alarme, ou si vous opérez par robot, elle va bloquer le bras effecteur du robot. Et ça va être la génération des robots intelligents. C'est ce que fait Johnson & Johnson actuellement. C'est pour ça qu'ils ont un peu de retard. Comment ils vont sortir le premier robot intelligent qui va intégrer l'image, et d'ailleurs l'image de Visible Vision, et qui va intégrer ces process de réalité augmentée. Juste quelque chose pour vous dire que nous, on sait s'adapter aussi à l'IRCAD, c'est-à-dire qu'on est en train de, tout ce que je vous ai montré, c'est Rolls-Royce, Ferrari, on a du 3D, etc. Bon, voilà, c'est des technologies phénoménales d'image. Et puis, j'ai lu, et c'était surtout par une start-up parisienne qui était venue me voir, le rapport de l'OMS de l'année dernière. Le rapport de l'OMS de l'année dernière, 5 milliards de la population mondiale n'a pas accès à une image médicale de base, c'est-à-dire une radio du thorax. 5 milliards, on est 7 milliards à des poussières. Donc on s'est dit, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et dans le Lancet, aussi de l'année dernière, on voyait qu'il y avait 2 milliards de la population mondiale qui n'avaient pas accès à une procédure simple de sauvetage. Appendicite perforé, hernie étranglée, etc. 2 milliards de la population mondiale. Donc ça veut dire, on imagine ce que c'est pour le traitement du cancer. Donc on s'est dit, on va changer. En parallèle de tous ces développements Rolls-Royce, Ferrari, on a fait un projet que je trouve vraiment magnifique. Enfin, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est les chercheurs et les développeurs. Le projet s'appelle Disroom Pere. Il a 3 work packages. Le premier, c'est de se dire, donc tout ce qu'on a, les scanners, les IRM, etc., c'est tellement sophistiqué, ce n'est pas demain que ça va être développé. Par contre, arrive actuellement, en développement dans les startups et sur le marché, des échographes à 500 €. C'est des sondes d'échographie, il n'y a plus besoin d'échographe, c'est une sonde d'échographie qui est connectée à votre iPhone, à votre iPad, à un ordinateur, et puisque tout va dans le cloud, donc on s'est dit comment, mais l'image, vous imaginez, n'est pas l'image d'un échographe premium à 150 000 €, ça paraît logique. Comment l'intelligence artificielle va pouvoir améliorer ça? Et là, ça fait presque 1 an maintenant qu'on a débuté le projet, c'est génial. C'est-à-dire que si en parallèle, vous apprenez à la machine à avoir une image avec un échographe premium, et si ensuite le même malade ou les mêmes fantômes, c'est avec un échographe à 500 €, la machine, elle comprend, et immédiatement, elle se fiche de l'image, puisqu'elle travaille en amont de l'image. Et donc, on arrive là, enfin, ils arrivent
à faire des screenings de tumeurs qui ont 5 mm, 6 mm, avec une sonde qui ne voit rien. Donc, c'est génial. Et comme on sait que la plupart des cancers, que ce soit le foie, que ce soit le poumon, que ce soit le rein, ben on peut éviter une opération avec un traitement percutané. Dans le deuxième work package, on s'est dit, on va, de cette image, l'intelligence artificielle va essayer de la reconstruire en 3D, comme ce que je vous ai montré à partir du scanner tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on va pouvoir automatiquement guider la position de l'aiguille et ensuite automatiquement planter l'aiguille à la fois pour faire la biopsie, pour faire le traitement. Donc voilà le programme. Et ce programme, on le fait bien sûr avec l'équipe d'une trentaine de chercheurs, développeurs à Strasbourg, mais on a aussi développé l'équipe de recherche en international. On a une grosse collaboration avec Taïwan, mais ils sont indépendants, c'est leur équipe de recherche. Par contre, à Kigali, on a notre équipe, c'est-à-dire que pour l'instant, il y a 17 ingénieurs, développeurs et chercheurs supplémentaires. Et pourquoi? J'ai expliqué tout à l'heure à midi. Parce qu'à Kigali, personne ne sait, je pense, qu'il y a la plus grosse université au monde de Computer Science, qui est la filiale de Carnegie and Mellon University de Pittsburgh, avec les mêmes professeurs, ils sortent des petits génies. Et ils ont une autre institution qui s'appelle AIMS, qui est Africa Institute of Mathematical and Science. Et là, ils ont 1000 candidats pour 80 postes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie nos 3 directeurs de recherche à la fin de l'année. Là, ils en ont recruté déjà 17 pour recruter des ingénieurs. Pour la bonne raison, bien sûr, économique, parce que les salaires sont totalement différents des nôtres, mais surtout en Europe actuellement, vous trouvez extrêmement difficilement des ingénieurs, développeurs et chercheurs en intelligence artificielle, parce qu'ils vont tous dans les banques où ils vont IBM, Microsoft, etc. Donc, on a solutionné ce problème et ça passionne toute l'équipe de recherche. 2 mots pour la formation, mais ça a été un peu dit dans le clip que le président Benhamou a passé. On ne peut pas aller dans des mutations chirurgicales si on ne fait pas une formation. Un avionneur, il forme les pilotes, c'est une évidence. Donc, on a mis au point quelque chose qui s'est ensuite développé partout, interaction et interactivité avec les meilleurs blocs opératoires dans le monde en fonction de la pathologie. C'est ce qui a fait notre force. Ensuite, ce laboratoire expérimental où, en partenariat avec Stors et Medtronic, on a les meilleures colonnes, instrumentation qui sont changées et upgradées tous les ans. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire pour un laboratoire. Au mois d'août, tout part en Allemagne, tout revient avec la nouvelle génération. Et puis, le développement, très difficile actuellement à cause de ce lobbying des dinosaures de gastro-entérologues, qui est le fait de former les chirurgiens à l'endoscopie flexible, puisque vous savez qu'aux États-Unis, on ne peut plus être chirurgien digestif si on n'a pas la compétence en flexible. Et puis, la robotique. Alors, la robotique, je vous ai dit tout à l'heure, on a eu la chance de pouvoir avoir un labo avec maintenant 13 robots d'Avinci, mais ça ne suffisait pas parce qu'il y en a d'autres, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que la formation en Avinci. Et donc, on a construit un autre bâtiment où on accueille pour l'instant 10 robots supplémentaires, 6 de Medtronic et 4 de Cambridge Medical. Alors, je terminerai, je ne vais pas montrer les photos, comme ça je serai à l'heure. C'est 15 minutes là maintenant. Ouais. Donc, voilà, juste vous dire, non mais je ne vais pas dépasser, j'ai encore 4 minutes. Nous, on n'a jamais voulu s'étendre. On était très heureux en fait avec le centre IRCAD. Et puis en fait, c'est comme toujours, il y a des opportunités. Et le premier, et que tu connais très bien aussi, Christophe, ça a été le président Wang à Taïwan, qui est un type extraordinaire, qui a 9 hôpitaux et qui voulait absolument la construction d'un IRCAD à Taïwan. Et entre sa visite à Strasbourg et l'inauguration, il a fallu un peu moins d'1 an. Donc, je peux vous assurer que c'est quand même, ils ont eu 15 jours pour avoir le permis de construire, donc ça va quand même un peu plus vite que notre administration. Et le bâtiment tient toujours, d'ailleurs. Et puis ensuite, il y a eu tous les autres que vous voyez. Donc ça, c'est en face de l'hôpital, c'est l'IRCAD Taïwan, qui est vraiment une copie complète à la fois architecturale et sur le plan du concept, recherche, formation, c'est exactement la même chose. Ensuite, il y a celui de Sao Paulo, qui est en fait à Barretos, dans l'état de Sao Paulo, qui a pris une ampleur mais vraiment phénoménale, puisque c'est vraiment le centre de formation de toute l'Amérique latine, à tel point qu'il y a eu un deuxième centre qui a été créé, ça cette fois-ci en partenariat avec une assurance américaine qui s'appelle United Health, et donc c'est l'IRCAD qui est à Rio de Janeiro, celle du Liban à Beyrouth qui malheureusement a fermé 6 mois après son ouverture pour tout ce que vous savez, et qui va rouvrir là dans les mois parce qu'ils ont une résilience fantastique. Le plus gros sur un terrain de 12 hectares, c'est le
le projet du président Paul Kagame. Donc un IRCAD qui est fait par notre architecte, mais avec vraiment l'esprit africain, qui est pour moi une merveille à la fois architecturale, et puis on est tellement content que ça soit vraiment aux portes de l'Afrique, qui est le seul pays, le Rwanda, qui est un pays sans corruption. Et donc on a vu vraiment une adhésion de tous les chirurgiens, les nôtres ici, français, mais aussi tous les chirurgiens internationaux qui ont envie d'aller là-bas pour toutes les raisons que vous imaginez. En Chine, ça a été le groupe SCAR, qui est un groupe qui n'est pas dans le healthcare, mais qui débute le healthcare et qui a un projet titanesque comme tous les projets en Chine. L'IRCAD va être le premier bâtiment. La construction a débuté il y a 3 mois et autour que des hôpitaux de chirurgie mini-invasive, que ça, plus d'hospitalisation. Le premier bâtiment à 700 lits ambulatoires par des visionnaires, les Asiatiques. Quand ils m'ont montré les plans, j'ai dit, mais il n'y a pas de parking. Et le chairman Cho de truc m'a dit, écoutez, professeur, on ne fait quand même pas l'hôpital d'hier. Est-ce que vous croyez que dans 5 ans, il y aura encore des voitures privées en Chine? Ça sera automatique, on va téléphoner, la voiture sans chauffeur viendra vous chercher pour vous amener à l'hôpital. Donc, bien sûr, on n'a pas fait de parking, juste pour vous dire la réflexion. Et puis là, il y a 3 semaines, on a signé aussi pour un projet phénoménal à Charlotte, en Caroline du Nord, où ils font, comme toujours, c'est un problème d'homme, je racontais aussi à Lily. En fait, Charlotte, c'est le deuxième plus gros réseau d'hôpitaux aux États-Unis, ils ont à peu près 46, ça s'appelle Atrium, ils ont 46 hôpitaux, mais ils avaient le complexe de ne pas être académique et, comme ils disent, on est les rois du monde à Charlotte. Au-delà, aux États-Unis, on commence déjà à être pas du tout les rois du monde et à l'extérieur, personne ne nous connaît parce qu'il y a Harvard, Stanford, Duke, Yale, donc nous, on n'est rien. Et pendant la Covid, là aussi, ils ont recruté un jeune brillantissime d'origine indienne qui a racheté l'université d'à côté, qui est une énorme université, regardez, Wake Forest University, pour 4 milliards, donc il a acheté l'université. Et là, ils ont réussi aussi pendant la Covid à acheter, écoutez-moi bien, 120 km de tous les terrains au nord de Charlotte pour faire le plus grand corridor au monde de medical device. Donc, juste vous montrer quand des gens, parce que c'est lui, hein, avant, rien ne se passait, quand il y a des jeunes qui ont des idées comme ça et qui ont l'argent derrière, ça c'est clair, voilà, donc nous, on est hyper contents d'être dedans. Je suis pile. Ah, vous l'avez arrêté, ça c'est trop gentil. Comme je lui ai dit que je l'invitais à Strasbourg, il a arrêté le compteur. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et je crois qu'on va passer. Là, qui est comme des corvées pour la chirurgie française. Donc, je te remercie 1000 fois parce que tu es associé à la fois la recherche et la formation. Et dans des domaines extrêmement variés. Merci. Alors, on va prendre juste un petit peu de temps pour la remise des prix de l'Académie. On va faire la dernière séance, puis on repassera sur le programme actuel. Donc, notre secrétaire général va appeler nos primés. Voilà, c'est-à-dire que l'Académie nationale de chirurgie remet chaque année 5 prix, qui sont donc les lauréats des travaux de recherche et d'évaluation. Tout ça est coordonné chaque année par Dominique Franco. On remet nos prix lors de la séance solennelle. Il se trouve que cette année, Nicolas Gols de Villejuif ne pouvait être présent, et donc on est ravis de lui remettre le prix de l'innovation technologique chirurgicale, soutenu par le laboratoire Camille. Le sujet colle bien avec le topo de Jacques Maresco, puisqu'il s'agit de la mise au point d'un système de réalité augmentée en chirurgie hépatique sans marqueur surfacique. Le travail a été réalisé sous la direction d'Éric Vider et de Stéphane Cotin. Voilà. Venez dire quelques mots. Merci. Je peux dire quelques mots de présentation de Donc, merci beaucoup, je suis très honoré. Dans la lignée de ce qu'on vient de voir avec le professeur Maresco, c'est d'ailleurs un petit peu une partie de son équipe, puisque c'était avec l'équipe de l'INRIA de Strasbourg, Stéphane Cotin en particulier, qu'on a développé une technique, on a poursuivi un travail qui avait commencé il y a déjà quelques années avant ma thèse de sciences, pour développer de la réalité augmentée par voie ouverte en chirurgie hépatique. Parce que comme l'a dit un peu M. Maresco, la difficulté, c'est que le foie est un organe qui est mou, qui se déforme beaucoup, et donc simplement superposer l'imagerie préopératoire à la vision péropératoire n'a pas aucun intérêt, mais a un intérêt très limité. Donc c'est très difficile de déformer
le scanner, que ce soit avec Visible Patient ou d'autres logiciels de reconstruction, à la vraie position péropératoire. Et donc, grâce à l'équipe de l'INRIA, on a réussi, puis on continue encore le développement, parce que tout n'est pas fini, évidemment, à essayer d'ajuster en temps réel l'imagerie. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'arriver à découper le modèle, parce que quand on fait une hépatectomie, superposer le modèle préopératoire, c'est déjà bien, mais après, quand on enlève une partie du foie, il faut poursuivre. Et puis maintenant, on développe aussi ça en célioscopie. On fait ça à Paul Brousse, au sein de la chaire d'innovation BOPA, développé entre autres par le professeur Vibert. Et donc voilà, c'est le début de l'histoire, mais merci pour cette récompense. Bravo. Bravo, l'ABEX Camille vous félicite, hein, c'est Jocelyne Trecaz, et on espère bien vous entendre à une prochaine réunion du LABEX lors de nos journées nationales. Merci Avec beaucoup. plaisir. Si vous m'invitez, je viendrai avec plaisir. Merci. Alors, comme personne n'est parfait, nous avions remis sa médaille à Bertrand Maton pour le prix de la prévention du risque avec le soutien de Fondapro. D'ailleurs, Antoine Vatrelot est là. Son travail était, je vais vous en donner le sujet, mais pourquoi est-il là, vous me direz? Mais parce qu'en fait, la médaille n'était pas bien gravée. Et donc, nous l'avons regravée. Merci. Et on est content de vous la remettre, Monsieur le Président. Voilà. Et alors, le travail de Bertrand Maton, c'était biopsie, c'est toujours biopsie cérébrale stéréotaxique, amélioration de la sécurité et de la rentabilité diagnostique, optimisation de la prise en charge des patients et développement de l'ambulatoire. Travail réalisé sous la direction d'Alexandre Carpentier. Je remercie une nouvelle fois l'Académie pour sa confiance et puis le sponsor Fondapro aussi. Je pense que c'est important de continuer à soutenir les jeunes chirurgiens. Moi, comme je vous l'avais déjà dit en décembre, c'est mon chef de service Alexandre Carpentier qui m'a inscrit en fait à ce prix. Je ne pensais pas candidater moi-même et finalement ce prix, même si ce n'est pas une fin en soi, je pense qu'on ne fait pas ce métier pour avoir des prix, on fait surtout pour faire avancer les choses, mais néanmoins ça donne, je pense, une récompense et de la confiance pour continuer. Et ce projet sur les biopsies, donc ça fait 3 mois que je vous l'ai présenté maintenant, il a encore avancé en 3 mois. Donc voilà, je vous remercie parce que une nouvelle fois, ça nous permet d'aller plus loin et plus vite aussi. Merci. Merci. Alors, on n'a pas pris le temps de poser des questions à Jacques avant de passer à l'orateur suivant. Et je suppose qu'il y a peut-être des questions à lui poser sur sa présentation. Oui, il y a plusieurs. Jacques, à toi. Merci. Comme l'a dit notre président, c'était une session formidable qui commençait et tournait vers le futur comme chaque fois que Jacques est à la barre. J'ai été impressionné par ce qu'il nous a présenté et j'ai une petite question générale à poser, mais qui a à voir avec l'ésophageologie et la chirurgie d'œsophage plus particulièrement. En effet, on ne passe pas de la chirurgie ouverte à la chirurgie robotique par un simple petit saut qui soit fait d'emblée, on a décidé de faire. Il s'agit, comme le montrent les courbes d'apprentissage qui plombent en général les grandes statistiques de robotique qui s'est fait publier, il s'agit d'un long cheminement qui passe par la chirurgie ouverte d'abord, par la chirurgie ouverte d'abord, puis par la chirurgie mini-invasive pour en arriver à la chirurgie robotique. Alors, ma question à toi, Jacques, est la suivante. Dans l'équipement faramineux que tu diriges, que tu as mis au point dans les différents centres que tu nous as présentés, est-ce que tu as prévu des consoles doubles qui permettraient d'avoir une limitation de ceux qui s'intéressent à ce type de chirurgie, qui ont peut-être tous, mais pas sûrement, déjà passé par le stade de la chirurgie mini-invasive et qui sont intéressés par la robotique. Ces consoles doubles existent, je crois, ou sont actuellement en cours de mise au point. Je voulais savoir si quelque chose. Oui, non, ma réponse est tous les robots actuellement sont surtout en formation, mais même quand ils sont vendus dans les blocs, sont avec une double console. C'est comme une auto-école. Hein.
Donc, c'est sûr, c'est quand tu regardes la formation, vous avez eu tellement de débats sur la formation en robotique ici, à l'Académie de médecine aussi, et donc elle est mixte, mais quand vous regardez les formateurs, notamment Intuitive Surgical ou Cambridge Medical ou Medtronic actuellement, c'est extraordinairement bien fait. C'est-à-dire qu'ils commencent à faire sur les simulateurs, puisqu'ils sont tous des simulateurs Mimix, ensuite ils passent sur les pelvic trainers, ensuite ils passent sur l'animal, ensuite ils passent sur le cadavre, et à chaque fois, c'est une double console. Et sur la deuxième console, c'est le chirurgien senior, et ça, c'est dans le cadre de leur master. Donc la réponse est oui, bien sûr. Est-ce que l'État, pardon, excuse-moi, de la chirurgie ouverte est obligatoire? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de saut un petit peu plus rapide maintenant vers des actes? Oui, tu as énormément d'internes dans beaucoup de services qui ne font plus du tout, même en chirurgie. Quand tu regardes, tu as des services à Hong Kong qui, en chirurgie hépatique, ils n'ont plus fait de chirurgie ouverte depuis 4 ans. Hein. Ils font tout en robotique d'emblée. Hein. Donc, et quand vous regardez les centres en Chine, je dis toujours que moi j'ai été frappé. Il y a encore 4-5 ans, quand vous étiez connecté en Chine, les indications étaient vraiment mauvaises. C'était des mauvaises indications. La technique chirurgicale, elle n'était pas géniale. Mais là, ça devient extraordinaire. Avec Luther, on a vu quand même, donc juste avant la Covid, puisqu'on était à Taïwan, on a vu une duodénopancréatectomie robotisée en provenance de Shanghai en 2h15. Chez nous, c'est 7 heures. Hein, voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'ils en ont 800 par an et qu'ils les font tous sous robot. Quand vous regardez les gastrectomies totales plus curage complet sous robot en Corée, c'est 1 heure. Pourquoi? Parce qu'ils en ont 1200 par an. Voilà, donc c'est pour répondre aussi un peu à la question. Effectivement, il va y avoir, ça ne passe plus obligatoirement par la chirurgie ouverte. Hein. Et très souvent, et je pense que c'est ce que actuellement, il y a 3% de blocs opératoires dans le monde qui sont équipés de robots. C'est rien. Mais c'est sûr que le gros argument pour la vente des robots, c'est tous les chirurgiens. Il y en a énormément qui n'ont pas la capacité de travailler avec les aiguilles à tricoter, etc. en célioscopie. Et pour démocratiser l'accès à la chirurgie mini-invasive, ça va être le robot, surtout les robots qu'on va avoir, les robots de demain. Merci. Jacques Laton, une question. Oui, d'abord, merci beaucoup, parce que je pense qu'on peut être plus par ce qu'on a vu, tant sur le plan technique et chirurgical que sur le plan du développement économique et sur l'éducation. Moi, je suis chirurgien orthopédiste, c'est vrai que c'est un peu le système comme ça. Je voulais savoir, la question tout à fait directe, comment est-ce que vous voyez, dans ce cadre-là, le développement de la chirurgie orthopédique, et notamment le remplacement articulaire? C'est pas du tout ma spécialité, donc pour une fois, je vais être un peu humble, je vais dire que je ne peux pas répondre, parce que je sais que de plus en plus, ça va être robotisé aussi, les robots pour le genou, etc. Mais j'avoue que c'est tellement loin, je ne sais pas s'il y a peut-être… Sébastien, peut-être ta spécialité, non? Non. Non, mais on a énormément de cours d'orthopédie. On a notamment tous les cours de chirurgie mini-invasive du rachis. Il y a juste une année, ils sont partis à Genève et là, ils reviennent et ils prennent la totalité de l'IRCAD pendant 5 jours. Ils prennent les 8 salles de réunion, les 3 auditoriums, tous les labos, etc. Et ils font ça avec leurs propres experts. Donc, il y en a, mais c'est quelque chose vraiment… C'est trop loin de ma spécialité pour pouvoir donner une réponse correcte. Il y a une autre spécialité c'est la chirurgie pédiatrique. Il y a quelqu'un qui peut parler, là, Philippe Montupé. Le docteur Gionetti, il demande à parler. On va devoir passer la parole à Philippe. Je vais rester dans l'humilité de la chirurgie pédiatrique, d'ailleurs, que j'ai si bien accueilli depuis 1995 à Toulouse. Cette question est prosaïque, elle ne peut être posée qu'au président fondateur, elle est d'une sémantique de sigle. L'IRCAD est une enseigne mondiale, mais au début, l'IRCAD, c'est aussi l'EITS, c'est-à-dire une enseigne européenne, l'European Institute of Cancer. Et je voudrais demander à Jacques, d'une manière très directe et autorisée, comment se fait ce switch IRCAD-EITS, parce que pour le monde entier, l'IRCAD est plus qu'un mythe, c'est une réalité. Mais que devient le ITS? Alors, le ITS n'existe plus. En fait, pour te raconter l'histoire, c'est qu'on avait commencé IRCAD, ça veut dire Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif. Pourquoi? Parce qu'on a fait, les 3 ou 4 premières années, énormément de recherche fondamentale. Là-dessus, heureusement, notamment notre prix Nobel et le prix Asker,
Ils m'ont dit, ben, nous, on a 350 chercheurs qui travaillent sur le cancer, tu vas être ridicule si tu continues là-dedans. Fais tout ce qui est innovation, robotique, tout ce que je vous ai raconté de Rick Satava. Mais pour la formation, au début, on ne formait rien, on formait 100 chirurgiens par an, maintenant on en forme 7000 par an, uniquement à Strasbourg. Et donc, on avait appelé ça EITS, European Institute, etc. Parce que ce n'était pas IRCAD. Mais en fait, EITS, c'est imprononçable dans les autres pays. Là. En Asie, ils n'arrivent pas à le prononcer. Aux États-Unis, c'est compliqué. Et IRCAD, tout le monde arrive, toutes les pays. Donc maintenant, l'IRCAD ne veut plus dire Institut de recherche concernant l'appareil digestif, mais c'est le nom de l'Institut dans son ensemble. Et c'est pour ça qu'on a abandonné le mot EITS. Donc le branding a gagné. C'est pour les photos souvenirs, on dit IRCAD. Alors, il y a Olivier Jardet, orthopédiste à Amiens. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Maresco, pour votre très beau exposé qui fait toujours rêver. Non, c'était simplement pour répondre à mon collègue Jacques Caton. La chirurgie robotique est arrivée en orthopédie. Dans le service, les prothèses de genoux, nous utilisons la robotique. Et moi qui mets pas mal de prothèses de cheville, je fais depuis l'année dernière sous robotique également. Donc oui, Monsieur Maresco, la robotique arrive aussi en orthopédie et c'est une excellente chose. Moi, je connais le robot du Rachis, qui est le robot Medtronic, qui est le seul que je connais parce qu'ils font des démonstrations. C'est quand même génial. Hein. C'est-à-dire que vous avez votre simulation chirurgicale, ensuite le robot se positionne. Bien sûr, il n'a pas le droit pour l'instant d'enfoncer la vis, comme aucun robot n'a le droit de faire automatiquement un geste. Mais par contre, vous placez vos vis au niveau du rachis, je dirais, en 2 minutes. Monsieur Maresco, j'ai la chance d'opérer dans le bloc opératoire à côté de Michel Lefranc. Donc, on a le même robot qu'on utilise. Alors, Christophe Mapoulin, la bande à l'IRCAD. Voilà, une question très iconoclaste. Est-ce qu'un jour, le chirurgien ne sera plus qu'un contrôleur du robot qui opérera tout seul? C'est envisageable. Ça, tu sais, ça c'est dans mes conférences depuis 20 ans. Et quand on me posait la question quand, je disais dans 5 ans. Alors je te dis encore, mais moi, on est convaincu quand tu discutes avec les ingénieurs, quand tu regardes et tu fais le parallèle entre l'aéronautique automatique et ensuite la voiture automatique qui est nettement supérieure, pourquoi elle a 9 caméras au lieu juste de 2 yeux, etc. On est convaincu que l'évolution, le chirurgien restera l'opérateur sur le clone digital du malade, c'est-à-dire là où il a le droit de faire l'erreur. Et c'est assez amusant que le premier article qu'on avait publié, c'était dans Annals of Surgery en 1998. C'était Thomas Krumel qui était le chairman de Stanford, qui a expliqué ce qu'on faisait, la philosophie, en disant ce qu'ils font, c'est exactement ce qu'ils imaginent de la chirurgie de demain, comme un metteur en scène qui fait un film. C'est-à-dire, on fait une séquence sur le clone digital, on est content, on la garde, on n'est pas content, on la jette, on la recommence, etc. Séquence. Et l'alignement des séquences fera le geste chirurgical idéal, comme le metteur en scène fait le film idéal. Et pour répondre à ta question, je suis convaincu que c'est l'avenir, que moi et toi, sans doute aussi, on ne connaîtra pas, parce que je pense que quand tu vois qu'il n'y a pas d'autorisation pour l'instant pour implanter une aiguille automatiquement, alors que la technique le permettrait, pour faire un geste complet, genre une hépatectomie, je pense qu'il va falloir des dizaines d'années. Hubert Joannet. Dans la suite de la précédente question, c'est difficile en étant ingénieur de devenir chirurgien, mais avez-vous déjà croisé des chirurgiens qui ont finalement devenu ingénieurs, tellement passionnés? Est-ce que vous pensez que ces changements de filière vont être liés? Non, moi je connais, comme tu dis, je connais l'inverse. Je connais par exemple Luc Solaire, ingénieur de formation, mathématicien, qui connaît l'anatomie et la chirurgie du foie, je pense, mieux que 90% des chirurgiens hépatiques. Mais pourquoi? Parce qu'il est rentré dedans, parce qu'il a fait des milliers d'opérations virtuelles sur un foie virtuel. Donc ça, je connais. Par contre, chirurgien qui est devenu ingénieur, je ne sais pas si vous avez des exemples, moi je n'en connais pas. On fait le plus beau métier du monde, on ne va pas changer quand même. Parce que c'est les ingénieurs qui rêvent d'être chirurgiens. Est-ce qu'il ne va pas disparaître? Non, mais non. Moi, ce que j'explique, c'est que c'est pareil, que tu fasses ton geste chirurgical avec ton cerveau, que tu le fasses sur un clone digital où tu as le droit à l'erreur, ou que tu le fasses d'emblée sur le malade, tu fais pareil. Tu vois le malade, tu discutes avec lui et tu fais le geste. Magnifique, merci beaucoup. Oui.